Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Rudy Turcat et je vais être le modérateur pour les présentations doc et post-doc. Et on va commencer par Loïc Barbeau, qui est donc le post-doc et qui va nous parler de l'effet de l'utilisation chronique de sédatifs hypnotiques sur la qualité du sommeil et les fonctions cognitives chez les personnes âgées. Donc, on a à peu près 8 bonnes minutes de présentation et 2 minutes de questions, etc. Ok, parfait. Je vais essayer de faire plus vite. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Barbeau, je suis étudiant au doctorat à l'université Concordia ici à Montréal, sous la supervision de Dr Dongwu. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'effet de l'utilisation chronique de sédatifs hypnotiques sur la qualité de sommeil et les fonctions cognitives chez les personnes âgées. Donc, pour commencer, je vais faire un bref rappel des mesures et des variables qui caractérisent le sommeil. Et donc, comme on peut le voir sur un enregistrement électroencéphalographique, le sommeil peut être divisé en plusieurs stades. Le stade N1, le stade N2 pour le sommeil léger, et le stade N3 pour le sommeil profond, et enfin le sommeil paradoxal ou REM. Donc, on peut mesurer la durée de ces stades de sommeil, mais aussi le temps de sommeil total, le temps passé au lit, la latence d'endormissement, la durée des réveils post-endormissement et l'efficacité de sommeil. On peut aussi caractériser le sommeil à travers des oscillations cérébrales spécifiques qui sont visibles sur un tracé EEG, comme par exemple les fuseaux de sommeil, qui sont le grapho-élément qu'on peut voir sur la figure, avec des caractéristiques comme leur densité, leur amplitude ou leur durée, qui vont être constantes d'une nuit à l'autre chez les individus. Et il a été montré que les fuseaux de sommeil avaient un rôle dans le maintien du sommeil et dans la consolidation de la mémoire. Donc, un autre grapho-élément qui est visible sur un tracé EEG, ce sont les ondes lentes qui sont majoritairement présentes au stade N3. Et il a été montré qu'elles se synchronisaient avec d'autres rythmes, d'autres oscillations cérébrales du non-REM, et notamment les fuseaux de sommeil. Parce qu'il existe en effet une association temporelle entre les fuseaux de sommeil et les ondes lentes, et plus spécifiquement entre la phase des ondes lentes et l'amplitude maximale des fuseaux de sommeil. Et que la force de ce couplage entre les fuseaux de sommeil et les ondes lentes était consistante d'une nuit à une autre chez les individus, mais que c'était aussi un biomarqueur de la mémoire dépendante du sommeil, la mémoire procédurale, mais aussi bien déclarative. Donc maintenant que j'ai décrit ces mécanismes qui caractérisent un sommeil de qualité, je vais aborder ce qui se passe quand le sommeil est altéré. Donc les troubles de l'insomnie sont les problèmes de sommeil les plus courants dans la population générale, et ils touchent particulièrement les personnes âgées, avec des conséquences néfastes sur le fonctionnement diurne, et notamment sur la santé physique, le bien-être mental et la cognition. Et on sait qu'il existe des liens entre l'insomnie et les voies neurodégénératives. Cette association avec les voies neurodégénératives peut être visible dans les caractéristiques des fuseaux de sommeil, comme par exemple leur amplitude, leur densité durée. Et l'intervention précoce dans le traitement des troubles de l'insomnie pourrait permettre de prévenir ou de ralentir le déclin cognitif. Donc actuellement, les traitements qui sont le plus utilisés pour traiter les troubles de l'insomnie sont des traitements pharmacologiques, donc qui sont représentés par la classe de médicaments des sédatifs hypnotiques, et notamment les benzodiazépines ou les agonistes des récepteurs aux benzodiazépines. Et concernant leur utilisation, on sait que leur prescription est souvent excessive et que leur consommation est souvent chronique, particulièrement chez la personne âgée. Mais cet usage chronique n'est pas recommandé parce qu'il induit des effets secondaires qui sont particulièrement concernants chez la personne âgée, puisqu'il va augmenter le risque de chute avec des problèmes de somnolence diurne ou des problèmes de perte de coordination motrice, ce qui est impactant pour les risques donc de chute et de fracture de la hanche. Mais on sait aussi qu'un tel usage chronique va augmenter, va avoir des soucis de dépendance et de déclin cognitif, avec un impact aussi sur l'architecture du sommeil et les oscillations cérébrales. Mais notre compréhension actuellement, elle reste incomplète quant à la description des caractéristiques des ondes lentes et de la force du couplage entre les fuseaux de sommeil et les ondes lentes dans cette population-là. Donc, dans un premier temps, l'objectif est d'évaluer l'effet de l'utilisation chronique de ces médicaments sur la qualité de sommeil dans une population âgée, et par la suite d'évaluer s'il existe une association entre la qualité du sommeil et les performances cognitives.
Donc, l'ensemble de ce projet de recherche, de 3 projets qui ont déjà été ou en cours de rédaction, et on a pu constituer 3 groupes. Un groupe de personnes âgées en bonne santé, autodéfinies en bonne santé, un deuxième groupe de personnes âgées avec de l'insomnie chronique mais sans traitement, et un troisième groupe de personnes âgées avec insomnie et un usage chronique de benzodiazépines ou agonistes. Ces participants ont suivi le même protocole, un entretien téléphonique pour vérifier les critères d'inclusion et d'exclusion, puis une nuit d'habituation pour que les participants s'habituent aux conditions d'enregistrement au laboratoire, mais aussi pour détecter d'autres pathologies autour du sommeil autres que l'insomnie. Et enfin, les participants ont suivi une autre nuit d'évaluation durant laquelle on a pu mesurer des signaux neuronaux. Et spécifiquement pour le groupe qui consomme des médicaments, on a aussi réalisé une évaluation cognitive. Donc, en ce qui concerne les mesures, à partir des données EEG, on a pu acquérir l'architecture du sommeil, mais aussi la densité des fuseaux de sommeil et des ondes lentes, la force du couplage entre les ondes lentes et les fuseaux de sommeil. Et on a effectué des tests de Kruskal-Wallis ou d'ANOVA pour détecter d'éventuelles différences entre les groupes. Et spécifiquement pour le groupe MED, l'évaluation cognitive s'est faite à travers 4 domaines: la mémoire verbale, le contrôle moteur, les fonctions exécutives et l'attention et la concentration. Et on a réalisé des corrélations de Kendall pour vérifier s'il y avait des associations entre les mesures du sommeil et les performances des tests cognitifs. Donc, en ce qui concerne les résultats, quand on regarde la durée des stades de sommeil, on constate que l'utilisation chronique de ces médicaments induit une augmentation du temps passé dans le stade N1 et aussi une réduction du temps passé en sommeil profond, donc par rapport aux bons dormeurs et aux insomniaques. Et on constate aussi une augmentation du temps passé réveillé et une diminution de l'efficacité de sommeil par rapport aux bons dormeurs, avec des résultats équivalents entre les insomniaques et les personnes qui consomment des médicaments. Donc, en ce qui concerne les oscillations cérébrales, on a observé une augmentation de la densité des fuseaux de sommeil donc, dans la région frontale chez les personnes qui consomment des médicaments de manière chronique, comparé aux insomniaques. Et on n'a pas mesuré de différence entre les groupes en ce qui concerne la densité des ondes lentes. Et en ce qui concerne la force du couplage entre les ondes lentes et les fuseaux de sommeil, on constate qu'un usage chronique de benzodiazépines réduit cette force comparée aux bons dormeurs uniquement et dans les régions frontales et pariétales. Donc, en ce qui concerne les performances de contrôle moteur, on a constaté que les performances étaient améliorées lorsque la durée du stade N3 était augmentée, était importante. Et de la même manière que les performances de contrôle moteur étaient meilleures lorsque la force du couplage entre les ondes lentes et les fuseaux de sommeil était importante. En ce qui concerne la mémoire verbale, on a constaté que les performances de mémoire verbale étaient réduites plus la durée d'éveil post-endormissement augmentait, et d'autre part que les performances augmentaient, là encore, lorsque la densité des fuseaux de sommeil était importante et lorsque la force, là encore, du couplage entre les ondes lentes et les fuseaux de sommeil était importante. Et donc, en sommaire, les personnes qui souffrent d'insomnie ont montré des changements dans l'architecture du sommeil, avec une réduction de leur efficacité de sommeil, malgré leur utilisation de sédatifs hypnotiques. Et de plus, l'utilisation de ces médicaments a aggravé la qualité de sommeil en prolongeant la durée du stade N1 et en réduisant la durée du sommeil profond. On a aussi constaté donc une réduction du couplage entre les ondes lentes et les fuseaux de sommeil, et que ces changements étaient associés à une baisse des performances cognitives, donc spécifiquement pour la mémoire verbale et le contrôle moteur. Donc, je voulais remercier le comité du CRI-UGM et SNLF pour m'avoir donné l'opportunité de présenter ces résultats, et je voulais remercier toutes les personnes inscrites sur ce slide et non mentionnées pour les résultats de ce projet de recherche. Et je vous remercie de votre attention. Pour une petite question. Bonjour, merci pour la présentation.
Juste une petite question. Est-ce que les participants qui prenaient les données de l'étude et ceux qui ne prenaient pas les données de l'insomnie, est-ce que c'était comparable en termes de physique, âge, sexe, etc.? Aussi, est-ce que c'est comparable en termes d'insomnie? S'il y avait une personne à attendre juste pour un médicament, probablement qu'elle est peut-être différente de celle qui décide de ne pas l'en prendre, peut-être que son insomnie était pire. Est-ce que c'est vraiment l'effet du médicament qui voit ou si c'est le fait que c'est l'enlever avec de l'insuline? Donc, on a, pour mesurer subjectivement l'insomnie, on a utilisé des questionnaires, l'index de sévérité de l'insomnie, et les valeurs étaient comparables entre les personnes qui étaient insomniaques et les personnes insomniaques qui prenaient des médicaments. Ensuite, pour les personnes qui prennent des médicaments, on a regardé, donc il y a une grande diversité de médicaments qui existent, et on a converti leur dose en diazépam, en fait, pour pouvoir rendre les résultats comparables. Et on a aussi regardé si la dose impactait les résultats. Et il apparaît que la dose, effectivement, impacte les résultats, mais pas la durée de consommation de ces médicaments. On va encore applaudir Loïc. On va maintenant accueillir Catherine Gosselin, qui est également au doc, dont la présentation s'intitule La complexité du travail, un facteur déterminant de la trajectoire du vieillissement cognitif après la retraite. Est-ce que tu l'as envoyé? C'est laquelle? Tu m'as parlé? Oui, merci. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, les résultats que je vais vous présenter, ça s'inscrit dans la seconde étude de mon projet de thèse que j'ai réalisé sous la supervision des professeurs Annick Paralamarche et Benjamin Baller. Donc, en guise d'introduction, on sait que la population canadienne connaît un vieillissement démographique qui est croissant. Donc, d'ici 20 ans, on s'attend à ce qu'environ 25 des Canadiens vont avoir atteint l'âge de 65 ans et plus. Donc, le vieillissement démographique n'est pas sans conséquences. D'une première part, on va voir une augmentation de la prévalence au niveau du déclin cognitif. Et ceci, ça va amener une plus grande perte d'autonomie auprès des personnes. Et au long cours, en plus d'avoir des impacts individuels importants, ça va aussi occasionner des coûts sociaux et économiques qui sont considérables. Donc, les déterminants du déclin cognitif sont multiples. Le déterminant le plus fort prédicteur, ça demeure bien entendu la démence. Par contre, pour la démence, on a les atteintes des structures cérébrales qui vont précéder de plusieurs années le développement des premières manifestations sur le plan clinique. Et ça va représenter une limite majeure au niveau de l'intervention pour des stratégies plus préventives en amont. Il y a des facteurs sociaux et environnementaux qui ont notamment été identifiés dans la littérature comme pouvant aussi avoir un rôle prédicteur en quelque sorte sur le déclin cognitif, comme l'engagement communautaire, les qualités des relations interpersonnelles, aussi certaines variables socio-démographiques à l'enfance et le niveau de scolarité. L'avantage de ces facteurs-là sociaux et démographiques, c'est quand on les met ensemble, ça permet on pourrait dire, de trouver certains profils d'individus qui pourraient être plus à risque d'expérimenter un déclin au niveau des capacités cognitives. Donc, le déclin cognitif, comment ça se manifeste? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut s'inscrire dans une perspective normale du vieillissement. C'est associé aussi au vieillissement des structures cérébrales.
qu'on peut voir, c'est que ce ne sera pas toutes les fonctions cognitives qui vont décliner au même rythme. Donc, tout ce qui est au niveau des connaissances sémantiques, on peut voir que c'est remarquablement quand même bien préservé. Ça peut même augmenter dans une perspective normale de vieillissement. Il y a aussi le vocabulaire qui demeure bien préservé. Par contre, notre rapidité à traiter l'information, la mémoire de travail, avec notre capacité aussi à emmagasiner temporairement de l'information et les fonctions exécutives comme la flexibilité à faire plusieurs tâches ainsi que la planification et organisation vont avoir tendance à plus diminuer dans le vieillissement. De manière intéressante, on peut voir qu'il y a beaucoup d'études qui vont mettre en relation la période de transition de vie majeure de la retraite et un déclin accentué au niveau des capacités cognitives. Dans le cadre d'une première étude qui a été réalisée avec mon directeur de recherche, on a pu voir notamment un déclin accentué au niveau des performances cognitives pour des fonctions qui sont sensibles au niveau du vieillissement cognitif, comme les fonctions exécutives, notamment une tâche de flexibilité cognitive, où on peut voir que pour les travailleurs qui transitaient vers la retraite, on pouvait voir un déclin accentué au niveau des capacités cognitives. On a observé le même déclin au niveau de la vitesse de traitement, mais cette fois-ci, qui est associée à une performance qui est plus lente pour les personnes retraitées comparativement aux travailleurs. Par contre, au sein de notre échantillon, on a pu voir qu'il y avait quand même une certaine variabilité. On voyait des retraités qui préservaient des performances qui étaient tout à fait aussi comparables à celles des travailleurs. Ça nous a amené à essayer de trouver d'autres facteurs qui pourraient influencer aussi ce déclin qui est observé lors du moment de la retraite. Ce qui m'amène à vous parler de la réserve cognitive. Donc, la réserve cognitive, c'est une hypothèse selon laquelle les activités cognitivement stimulantes qu'on va faire au cours de la vie, ça va nous permettre de nous construire une réserve. Puis, lors du moment, dans le cadre du vieillissement, on va pouvoir voir que les fonctions vont demeurer mieux préservées, puis ils vont avoir tendance à moins diminuer. Il y a plusieurs facteurs au niveau qui peuvent influencer la réserve cognitive, comme le niveau d'éducation, mais aussi la complexité des tâches du travail. Puis, parmi la complexité, on va voir la complexité qui est associée aux données et aussi au personnel. Donc, un niveau de complexité élevé au niveau des données, ça pourrait représenter des tâches plus associées aux analyses, tandis qu'au niveau du personnel, c'est plus des tâches associées aux relations interpersonnelles, à la gestion. Les études vont mettre en évidence qu'il y a une relation au niveau de la complexité du travail et la retraite, particulièrement pour la complexité liée au personnel et aux données. Je vais passer brièvement sur les hypothèses, mais on s'intéresse à aller voir le rôle possiblement modérateur de la complexité des tâches du travail dans cette relation-là entre la retraite et le déclin cognitif, plus particulièrement pour les facteurs de complexité qui sont associés au personnel et aux données. Au niveau de la procédure, on a pris les données d'un échantillon de participants âgés entre 45 et 85 ans de l'étude longitudinale canadienne sur le vieillissement, qui ont été évalués à chaque temps de mesure au niveau des fonctions cognitives. Pour le recodage des données, on s'est servi du dictionnaire d'études professionnelles qui est disponible sur la plateforme ONET, qui permet de donner un facteur de complexité pour chacun, un score de complexité pour chacun des facteurs. Comme ici, ce qu'on peut voir, c'est que le métier d'enseignant va être associé à un plus haut niveau de complexité au niveau des données et des personnes par rapport au matériel. Au niveau des mesures, on va avoir le statut de retraite de la personne ainsi que différentes capacités cognitives qui ont été identifiées comme étant plus sensibles aux effets de l'âge. Pour le modèle conceptuel, on va s'intéresser à la fois à la variable prédictrice de la prise de retraite, mais également au niveau de l'interaction des différents facteurs de complexité. D'une première part, on a pu voir que la complexité liée aux données, indépendamment de la retraite, va être associée positivement aux performances cognitives. On peut voir aussi que le fait de prendre, dans le fond, la complexité associée aux données qui est plus élevée va diminuer l'écart entre les retraités et les travailleurs. On peut voir aussi de manière surprenante que pour un bon niveau de complexité, il semblerait que les retraités performent davantage comparativement aux travailleurs pour une tâche qui mesure la flexibilité cognitive. Donc, au niveau de la discussion, ce que ça nous a amené, c'est que, d'une part, la complexité liée aux données, par sa capacité à aller travailler les fonctions au niveau de l'analyse et de la synthèse des données, pourrait justement permettre de construire une bonne réserve cognitive. L'effet d'atténuation qu'on peut voir de l'écart entre les travailleurs et les retraités pour le niveau de complexité qui est élevé, ça va de pair aussi avec ce qu'on attend avec la réserve cognitive, où il y aurait moins de différence lorsqu'on quitte l'emploi. Les facteurs qui est particulièrement intéressant, c'est de voir que les retraités semblent mieux performer que les travailleurs lorsqu'il y a un bon niveau de complexité,
Puis pour expliquer ceci, bien, on pourrait penser qu'en regardant qualitativement le type d'emploi, on s'est rendu compte que ces emplois-là étaient plus susceptibles d'être associés à des tâches qui étaient répétitives ou physiquement demandantes, comme du travail en usine ou des tâches plus au niveau de la construction. Donc, par le fait de diminuer ou d'arrêter le travail, ça permet de diminuer le stress physique qui est associé à l'emploi et ça donne aussi une plus grande disponibilité pour faire d'autres types d'activités. Cette étude-là comporte, bien entendu, plusieurs limites, dont le fait qu'il s'agit de résultats qui est préliminaire, fait qu'on travaille encore au recodage des données. Il y a aussi une importante variabilité par le fait qu'on n'a pas été capable d'obtenir ces résultats-là pour la vitesse de traitement, mais aussi parce qu'il y avait d'autres tâches de flexibilité cognitive où les résultats n'ont pas été obtenus. Mais ça nous amène quand même à considérer d'autres facteurs qu'on n'avait peut-être pas considérés par rapport à l'emploi et qui pourraient aussi avoir une certaine influence sur le déclin cognitif qui est associé à la retraite. Je vous remercie beaucoup. Question. Ça me rappelle un peu Stéphane Adam, il y a quelques années, il est venu nous montrer que l'effet de la retraite sur la cognition était plus important chez l'école bleue que chez l'école bleue. Et ça va dans le sens tout à fait des expérimentales. Et je pense que c'était lié de regarder les emplois. Mais je trouve ça intéressant parce que vous avez une hypothèse qui est liée au col bleu, mais peut-être aussi que c'est lié au col blanc dans la mesure où ceux qui ont des travaux complexes, dans la mesure où ces travaux-là stimulent et quand ces gens-là vont, ils ont cette notion de cette stimulation cognitive. Et aussi le fait que les gens aussi travaillent avec des métiers qui sont très stimulants, je pense que c'est notre hobby. On ne va pas développer des hobbies stimulants à l'extérieur parce qu'on est juste dans la mais donc, c'est intéressant parce que peut-être aussi, c'est lié à des caractéristiques particulières de la transition chez les gens qui ont des métiers qui sont en eux-mêmes stimulants. Tout à fait. Puis, ce qu'on veut regarder aussi, parce qu'on a accès à l'autre, parce que c'est la première phase de départ, puis aussi le premier suivi. On a accès maintenant au deuxième suivi. Puis ça va être intéressant d'aller voir les effets. Dans le fond, l'objectif, c'est un petit peu ça, c'est d'établir des profils d'emploi, puis d'aller tester différemment un peu la trajectoire de vieillissement cognitif, de voir est-ce que les personnes qui ont un haut niveau de complexité vont avoir tendance à décliner un petit peu plus tard, tandis que ceux qui ont des activités qui sont physiquement demandantes, est-ce qu'on pourrait avoir un effet plus bénéfique de la retraite avec moins de déclin? Fait que c'est ça qu'on va pouvoir regarder. Merci, Catherine. Maintenant, autour de Élise Roger, qui est en postdoc et qui va aborder la question de comment appréhender les trajectoires du vieillissement grâce à l'âge cérébro-cognitif. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Alors, écoutez, je suis ravie d'avoir quelques minutes pour vous présenter mon projet de postdoc, donc dans le laboratoire d'Yves Joannette, communication et vieillissement, ici au CRUGM. Et donc, je vais rester dans la thématique de trajectoire, de neuropsychologie de précision, essayer d'avoir des diagnostics ou des pronostics les plus précoces et fiables possibles. Et notamment en travers d'un indicateur qu'on a appelé l'âge cérébro-cognitif et qui est un indicateur intelligent qui prend en compte à la fois l'âge cérébral mais également les scores neuropsychologiques. Donc, je vais vous en montrer un peu plus. Alors, ces dernières années, on sait, avec l'explosion des biomarqueurs, l'intelligence artificielle, etc., on a pu proposer des âges ou des horloges, et notamment l'âge cérébral. L'âge cérébral qu'on mesure traditionnellement avec l'IRM anatomique, pas que, mais c'est régulièrement, c'est traditionnellement le cas. Et grâce à des modèles statistiques qui ont appris les relations entre des patterns liés à la structure du cerveau et l'âge chronologique des participants.
Et grâce à ces modèles qui ont été pré-entraînés sur des milliers d'exemplaires, on peut projeter l'image anatomique d'un participant qui n'a jamais été appris et lui prédire un âge cérébral qui peut différer grandement de son âge chronologique, et on mesure cette différence par le delta, donc ici le delta brain age. On peut, grâce à ce delta, avoir une idée du vieillissement cérébral. Est-ce qu'il est plutôt favorable? Donc, lorsque le delta est négatif, j'ai un âge cérébral qui est inférieur à mon âge chronologique, ou à l'inverse, lorsque j'ai un âge cérébral qui est supérieur à mon âge chronologique, présenter un vieillissement plutôt défavorable. Avec mon projet de postdoc, le projet Présage, on cherche à passer d'un indicateur biologique, l'âge cérébral, à un indicateur biofonctionnel, l'âge cérébro-cognitif, en y intégrant notamment des scores neuropsychologiques. Parce que je n'ai pas le temps de vous le présenter ici, mais l'âge cérébral à lui tout seul, malheureusement, n'est pas suffisamment sensible pour faire des diagnostics précoces, et notamment des pronostics. Et on pense qu'en y ajoutant des données fonctionnelles, on peut améliorer ces performances-là. Alors, on a la chance maintenant à l'international, mais aussi au Canada et au Québec, avec l'accord CIMACU, d'avoir des suivis longitudinaux pour des participants contrôle, mais aussi des patients qui sont atteints de différentes pathologies. Alors ici, on s'est intéressé uniquement à des patients qui présentent des troubles ou qui présentent un déclin ou des troubles de type amnésique. Et pour ces bases de données sont intéressantes aussi parce qu'elles sont multimodales. Elles intègrent à la fois de la neuroimagerie, mais aussi des données neuropsychologiques, ce qui va nous aider à mesurer l'âge cérébro-cognitif. Alors, comment mesurer cet âge cérébro-cognitif? Très rapidement, on va mesurer en premier lieu l'âge cérébral, donc comme on l'a vu tout à l'heure avec les modèles de prédiction du vieillissement du cerveau. On va également mesurer les âges cognitifs. On va utiliser le même type de modèle, mais cette fois-ci en y intégrant les scores cognitifs, en y ajoutant des caractéristiques individuelles qui sont pertinentes pour les scores cognitifs, comme par exemple l'éducation ou encore la langue utilisée. Et on va pouvoir le faire pour des tests spécifiques, mais aussi pour des tests composites qui sont censés évaluer certaines fonctions cognitives. Alors bien sûr, avec une limite qui est qu'il existe une grande hétérogénéité dans les données, dans nos bases de données. Donc on obtient comme ça différents âges cognitifs et on va chercher à fusionner les deux quelque part de façon assez simple, en fait finalement en faisant la moyenne de notre âge cérébral et la moyenne d'un de nos âges cognitifs ou de notre âge cognitif global, pondéré ici par l'état cognitif, parce qu'on souhaite avoir un indicateur qui soit fonctionnel. Donc, par exemple, pour l'affluence verbale sémantique, je pondère mon âge cérébral et mon âge cognitif lié à l'affluence. Et donc, on obtient différents âges cérébro-cognitifs. On a cherché à mesurer leur intérêt dans la prédiction des trajectoires d'évolution. Donc, la première étape est de modéliser les trajectoires d'évolution dans notre base de données. Et on a cherché à le faire de façon transdiagnostique, c'est-à-dire à ne pas mettre d'étiquette sur nos données, mais en mettant des sujets, des participants contrôle, des participants avec un déclin cognitif subjectif, des patients MCI ou encore atteints d'une maladie d'Alzheimer. Et on est venu modéliser notre âge cognitif ici lié à la MoCA, donc notre état cognitif général, en fonction du temps, et en utilisant un modèle linéaire qui fonctionne, ma foi, plutôt bien, donc pas forcément très complexe, mais qui fonctionne bien. Et on a obtenu ce joyeux fouillis, mais tant mieux, parce qu'on a beaucoup de données. Et on a cherché à caractériser nos données et on a utilisé notamment le paramètre d'accélération du déclin, qui est tout simplement la différence entre l'âge cognitif au dernier point de temps et au premier point. Et ça nous a permis d'isoler les trajectoires d'évolution défavorables, donc qui présentent un vieillissement cognitif accéléré par rapport à des normes qu'on a calculées sur un échantillon indépendant. Et ce qu'on a pu voir, c'est 14% de notre échantillon qui présente ce déclin cognitif accéléré. Et on a cherché maintenant à savoir si notre âge cérébro-cognitif ou nos différents types d'âge, âge cérébral, âge cognitif tout seul, était capable de prédire ces trajectoires-là. Et ce qu'on a observé parmi tous ces indicateurs-là, c'est que l'âge cérébro-cognitif mesuré avec l'affluence sémantique ici était un très bon prédicteur des trajectoires. Donc, quand je prends mon âge cérébro-cognitif mesuré avec l'affluence sémantique à la baseline, je suis capable de prédire ce qui va se passer
par la suite pour les trajectoires d'évolution dites défavorables. Et ce, même, enfin, mieux que si j'utilise l'âge cognitif lié à la MoCA elle-même. Alors oui, on arrive à prédire ces trajectoires-là, mais qu'est-ce que ça représente en pratique? En pratique, ce qu'on peut voir ici, c'est l'âge cérébro-cognitif lié à la fluence en bas et comment finalement sont distribués nos différents types de trajectoires par rapport à cet âge-là, à la baseline. Et on voit, on peut identifier des cut-offs. Par exemple, au-delà d'une dizaine d'années supérieures à l'âge chronologique, on a principalement des trajectoires défavorables. Et c'est intéressant parce que ces trajectoires favorables ou stables contiennent très peu de progresseurs. Et en fait, seulement 11,5%, mais surtout seulement 10% de ces 11,5% peuvent être considérés comme des progresseurs parce qu'ils vont passer d'un sujet contrôle à sujet MCI et dont on ne sait pas s'ils développeront la maladie d'Alzheimer. De l'autre côté, pour les trajectoires défavorables, on identifie essentiellement des progresseurs, donc des individus qui vont convertir vers la maladie d'Alzheimer. Et enfin, ce paramètre d'accélération qui nous sert à déterminer les trajectoires défavorables, il est lié à la participation aux activités vie quotidienne, donc au handicap finalement ou à l'incapacité de continuer à participer à des activités. Donc, c'est important de pouvoir le prédire à l'avance et il semble que l'âge cérébro-cognitif soit un bon indicateur pour le faire. Donc, pour conclure rapidement, l'âge cérébro-cognitif semble être un indicateur pertinent pour prédire les trajectoires d'évolution, principalement avec l'affluence sémantique dans le cas d'une population avec des patients amnésiques. Ça pourrait, cet âge cérébro-cognitif, faire partie d'un outil de recherche ou un outil de clinique qui permettrait de faire de la neuropsychologie de précision. Et cet âge cérébro-cognitif est applicable à d'autres contextes, par exemple à d'autres pathologies, et pourrait être enrichi. À terme, on peut y ajouter d'autres modalités pour essayer d'être encore meilleur dans nos pronostics, ou encore essayer de s'abstraire de la donnée IRM, par exemple. Si on apprend les relations qui existent entre les fluences et l'âge cérébral avec beaucoup d'exemplaires et qu'on arrive à trouver un modèle fiable, on pourrait imaginer s'extraire de l'IRM et pouvoir prédire les âges cérébraux à partir des fluences, par exemple, uniquement, et donc éviter des examens coûteux. Voilà, je vous remercie. Je voudrais remercier aussi le laboratoire communication et vieillissement, mais aussi le laboratoire MEDIX, qui est à l'Université Laval, dirigé par le docteur Duchesne, et qui nous aide pour ce travail-là. Et puis également remercier tous les organismes financeurs et le comité d'organisation pour m'avoir laissé le temps de présenter mon projet. Merci. Question par ici. Pour cette très belle présentation. Merci. C'est par rapport au dernier commentaire sur l'abstraction possiblement des données IRM. Oui. Comment si vous avez essayé la valeur prédictive de l'âge cognitif avec l'influence verbale seul, Oui. par rapport au cérébro-cognitif, Oui. et voir combien ça va être. Oui, alors malheureusement, je n'ai pas les données ici, mais on a fait ça pour tous les âges cognitifs et en fait, c'est vraiment la conjonction des deux quand même qui joue. Donc, on ne peut pas totalement s'abstraire du cerveau, en tout cas dans notre problème-là, avec notre population-là, c'est vraiment les deux. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cerveau compte seulement pour 20% dans cette... En tout cas, dans l'âge cérébro-cognitif mesuré à partir de l'affluence, mais il est essentiel pour l'instant. Donc, c'est ça, il faudrait prédire l'âge cérébral pour avoir les deux ensemble et avoir le maximum le maximum de performance. Applaudir encore. Et donc, pour clôturer ces présentations, on va accueillir maintenant Alain Marié, qui non, je suis à la Philippe. Son talk va s'intituler en anglais Irregular word reading as a marker of semantic decline in Alzheimer's disease, implications for cognitive intellectual ability.
dedans. C'est ça. Ça montre. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Anna Marié. Comme on l'a mentionné, je suis à la maîtrise et je travaille à l'Institut Douglas sous la supervision du docteur Maxime Montembeault. Le travail que je vais vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas mon travail de maîtrise, c'est un travail que j'ai fait au baccalauréat. Et puis, ça traite d'un test particulier de mesure de l'intelligence prémorbide. C'est quoi l'intelligence prémorbide? C'est l'intelligence d'une personne avant qu'elle ait connu des changements cognitifs importants. Par exemple, après un trauma ou dans l'intelligence d'une personne avant qu'elle ait connu des changements neurocognitifs associés à une maladie neurodégénérative. C'est quoi ces tests-là? C'est ceux qui sont présentés de ce côté-là de la diapo. Ce sont des tests de lecture de mots irréguliers. C'est quoi un mot régulier? C'est un mot qu'on ne peut pas lire correctement en se fiant uniquement aux règles de correspondance entre les graphèmes, ce qui est écrit, et les phonèmes, ce qu'on prononce. Par exemple, si on regarde en haut ici, je sais que le mot tout en haut se lit charisme. J'ai une connaissance spécifique par rapport à ce mot-là qui fait que c'est un mot d'exception qui, sinon, si ce n'était pas un mot d'exception, je le lirais charisme. Donc, c'est quoi cette connaissance-là qui me permet de le lire correctement? C'est les capacités sémantiques. Donc, c'est la capacité à savoir quelque chose par rapport au monde, par rapport à la lecture de ce mot-là. Et le problème, c'est que la mémoire sémantique dans la maladie d'Alzheimer connaît un déclin tôt sur le continuum de la maladie. Et puis, donc, ça peut amener un biais en tout cas, c'est ça qu'on pense, ça pourrait amener un biais dans l'estimation de l'intelligence prémorbide de personnes qui sont sur le continuum de la maladie d'Alzheimer. Donc, on pourrait sous-estimer, en fait, l'intelligence prémorbide des personnes sur ce continuum-là. Pour aller vérifier tout ça, on a utilisé la base de données ADNI, qui est une base de données américaine. On avait vraiment des personnes sur tout le continuum de la maladie d'Alzheimer, donc des personnes sans troubles neurocognitifs, des personnes qui ont un déclin subjectif, un déclin cognitif subjectif, donc qui ont des plaintes de mémoire, mais pas de troubles objectivables, des personnes qui ont un trouble cognitif léger, précoce et tardif, et des personnes qui ont une démence due à la maladie d'Alzheimer. On a utilisé leurs données de test de lecture de mots irréguliers. C'est un test de 50 mots. On a été voir pour vérifier s'il y a un biais ou pas, s'il y a des différences au niveau des catégories diagnostiques en termes de lecture de mots irréguliers, en contrôlant pour l'âge, le sexe, l'éducation. Donc, une personne qui a un même niveau d'éducation et tous ces paramètres-là, une personne qui a l'Alzheimer ne devrait pas avoir une intelligence prémorbide qui est différente de personnes contrôle. On est allé voir s'il y avait un lien avec la sévérité, avec la sémantique. On a extrait les caractéristiques psycholinguistiques de chaque mot de notre liste de 50 mots pour voir laquelle prédisait ou lesquels prédisaient le mieux la bonne lecture de mots irréguliers. Puis ensuite, on a utilisé la morphométrie basée sur la déformation pour voir quelle région du cerveau était impliquée là-dedans. Donc, premier résultat, ce qu'on a remarqué, c'est que la lecture de mots irréguliers diffère suivant les stades de la maladie d'Alzheimer, surtout au niveau TCL, donc EMCI, LMCI, et au niveau Alzheimer, démence. Donc, en moyenne, une personne Alzheimer va faire 7,4 erreurs de plus qu'une personne contrôle au test sur un test de 50 mots. Là, ça, c'est notre test à nous. Donc, 7 erreurs de plus en moyenne comparativement à une personne contrôle. Donc, c'est déjà un indice qu'il y a un biais là, dans la mesure de l'intelligence prémorbide. Ensuite,
on a vu un lien entre la lecture de mots irréguliers et les mesures de sévérité de la maladie, comme le MoCA et le MMSE. Encore là, il ne devrait pas avoir de lien si la mesure n'était pas biaisée. Ensuite, on a vu un lien entre les capacités lexico-sémantiques comparativement aux fonctions exécutives et à la mémoire épisodique. Donc, encore là, à toutes les fois que je vous montre des résultats, ça contrôle pour l'âge, l'éducation, le sexe. Et puis, c'est ça, on a tout mis ça dans le même modèle. Et puis, les capacités lexico-sémantiques étaient beaucoup plus comparables à l'éducation. Donc, c'était les deuxièmes les plus importantes comparativement aux deux dernières, là, les fonctions exécutives et la mémoire épisodique. Ensuite, pour les caractéristiques psycholinguistiques, on avait des variables contrôle, des variables sémantiques, des variables phonologiques. On a vu que c'était surtout l'âge d'acquisition des mots qui était associé à la bonne lecture des mots irréguliers. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une variable qui est surtout associée à la sémantique. Donc voilà, c'est encore un indice qu'il y aurait peut-être un biais là-dedans. Pour les volumes du cerveau, donc les deux régions il y avait deux régions vraiment impliquées dans des analyses whole brain. C'était le lobe temporal antérieur gauche surtout. On en entend beaucoup parler dans nos présentations, mais il y avait aussi l'hippocampe. Puis pour ceux qui ne savent pas, l'hippocampe, c'est quelque chose qui est impliqué dans la mémoire sémantique. C'est nécessaire à la mémoire sémantique, en fait. Donc, voilà, deux régions auxquelles on s'attendait qui sont impliquées dans la mémoire sémantique. Donc, qu'est-ce que tout ça, ça nous dit? C'est, en fait, les tests de lecture de mots irréguliers pourraient sous-estimer l'intelligence prémorbide, donc l'intelligence avant la maladie, de personnes qui ont un trouble cognitif léger ou une démence due à la maladie d'Alzheimer. Donc, on sous-estimerait leur intelligence de base et leur perte depuis qu'ils ont la maladie. Il faudrait faire attention donc de ne pas utiliser ça dans cette population-là et au lieu de ça, peut-être utiliser des tests longitudinaux ou de vérifier l'intelligence prémorbide qui peut être vérifiée avec des caractéristiques démographiques, par exemple. Donc, à la place, la lecture de mots irréguliers pourrait être un bon indice des pertes sémantiques et de sévérité de la maladie. Et donc, voilà. Merci de m'avoir écouté. Vos questions? Personne? Ça va être l'heure du repas. Merci à